Bonjour à tous, je ne suis pas un youtubeur, je n'ai pas la prétention de faire une vidéo divertissante, je suis simplement un citoyen lambda. Comme tout le monde, j'assume ma responsabilité individuelle en triant mes déchets, en évitant de surconsommer, etc., etc. Mais aussi et surtout, j'assume ma responsabilité collective, celle qui consiste à faire l'effort de se documenter pour voter correctement, parce que ça ne sert à rien de trier ces déchets si c'est pour que l'État autorise les organismes chargés de les transformer à les brûler ou à sous-traiter le travail des compagnies étrangères qui balanceront tout dans des décharges sauvages en Malaisie par exemple. Bref, la responsabilité collective, c'est faire l'effort de se renseigner pour pouvoir élire les personnes qui ne rendront pas inutiles les efforts qui relèvent de la responsabilité individuelle. Et c'est aussi sortir dans la rue quand les représentants du peuple font n'importe quoi. Or, j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils ne prennent pas le temps de s'informer, qu'ils n'ont en général plus le temps pour rien, ce qui arrive à beaucoup de monde et à moi aussi, moi le premier. Et donc ils n'ont pas le temps de s'informer sur la réforme des retraites, et qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'il se passe, de ce que veulent ces gens qui défilent dans la rue avec leurs gilets jaunes, leurs bannières de la France insoumise et que sais-je encore. Et dans la mesure où, lorsqu'on allume la télé, ce que l'on entend le plus souvent, c'est « les pauvres gens sont dans la galère à cause des grèves », je me suis dit que j'allais faire un petit récapitulatif des 5 grosses approximations à corriger pour comprendre la réforme des retraites. Première approximation, supprimer les régimes spéciaux permettra d'économiser 9 milliards sur le budget des retraites. Ici, il n'est pas question du régime spécial des sénateurs, qui sera adapté, pas supprimé. Et évidemment, encore moins du régime spécial des policiers. Vous imaginez dans la rue les policiers et les gilets jaunes main dans la main pour critiquer le gouvernement, ça ferait des ordres quand même. Qui donc est visé dans cette première approximation ? Vous l'avez sans doute déjà deviné, il s'agit de ces privilégiés que sont les cheminots. Sauf que non, ce ne sont pas leurs avantages qui nous coûtent de l'argent. En réalité, le déséquilibre dans la caisse de régimes spéciaux est principalement lié à l'évolution de la profession. C'est-à-dire qu'un seul cheminot fait aujourd'hui le travail que beaucoup faisaient hier. Donc on a un déséquilibre démographique. Or, comme chaque génération finance la précédente, on a un déséquilibre budgétaire. Mais quel que soit le mode de calcul, on aura un déficit. Et donc finalement, au mieux, pour les cheminots, on récupérera 2,5 milliards, soit en fait 0,7% du budget. Et je vous invite à aller vérifier le premier lien dans la description, plutôt que de me croire sur parole. Deuxième grosse approximation, un seul et même régime pour tous, c'est plus juste puisque c'est plus égalitaire. Alors ça, c'est des jolis mots creux qui, en apparence, sont évidents, sauf qu'il y a une différence importante entre égalité et équité, et que la justice se situe du côté de l'équité plus que de l'égalité. Imaginons une seconde une réforme des urgences. Imaginez, l'État demain décide que les personnels hospitaliers seront doublés. Et par contre, en contrepartie, le gouvernement instaurerait une même règle pour tous. Tout le monde aura les mêmes droits, personne n'attendra plus de 2 heures d'attente, et on devra essayer de traiter chacun dans l'ordre où il est arrivé. Alors sur le papier, ça semble juste, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour une raison toute simple, c'est que les situations des patients sont différentes, et que attendre 2 heures, si vous vous êtes retourné un ongle, ça peut paraître juste. Attendre 2 heures si vous avez eu quelque chose de plus grave, ça peut être beaucoup moins juste. L'équité ou la justice, ce n'est donc pas que chacun ait exactement les mêmes droits, mais que chacun ait des droits équitables. Imaginons maintenant des cheminots qui ont des responsabilités, des horaires, une flexibilité et une grosse décote dans le salaire, que ceux qui les traitent de privilégiés sont bien contents de ne pas avoir. Ça peut se traduire par des nuits, des week-ends, des jours fériés,
des réveillons de Noël ou de Nouvel An, pendant lesquels ceux qui les traitent de privilégiés sont avec leurs amis, leur famille ou même dans leur lit. Tout ça, ça peut servir de monnaie d'échange au fait que, oui, bien sûr, ils ont une meilleure retraite que ceux qui ont raté le concours dans la fonction publique. Et qui gagnent quand même davantage à niveau de compétences et de responsabilité équivalent. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement, la méthode du gouvernement, c'est de faire croire que celui qui a un peu est un privilégié par rapport à celui qui n'a rien du tout. Et que tout en prétendant défendre la justice sociale, il rend en fait illégitime tout ce qui relève du progrès social. Et je vous invite à aller écouter le témoignage qui se trouve dans le lien numéro 2. Troisième grosse approximation, nous voulons sauver le système des retraites. Alors celle-ci, elle est double, parce qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le système n'est pas viable, et nous ne voulons pas détruire le système. Alors la première, le système n'est pas viable. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout simplement, si, il est excédentaire de 150 milliards, je vous laisserai vérifier le troisième lien. Il s'agit d'un professeur d'économie à l'université de Paris 5 et qui explique ça bien mieux que moi, donc c'est pas la peine que je m'étende là-dessus. Pour ce qui est de la deuxième idée sous-entendue, nous ne voulons pas détruire le système. Là encore, si, au contraire. C'est-à-dire qu'en l'état, les assurances retraite complémentaires ne sont pas indispensables à beaucoup de personnes, puisqu'on a une retraite qui fonctionne à peu près. Et à partir du moment où on détruit le système des retraites, on rendra indispensable le besoin de cotiser à des assurances retraite complémentaires. Et c'est tout à fait curieux de voir que la personne qui est en charge de détruire le système des retraites a des liens pour le moins étroits avec le monde de l'assurance et vient seulement de s'en rappeler. Quatrième grosse approximation, ceux qui manifestent dans la rue sont en train de casser l'esprit de Noël rien que pour défendre leurs privilèges. Alors là encore, ce n'est pas vrai, puisque depuis des semaines, le gouvernement joue la carte du pourrissement en répétant qu'il est ouvert à la discussion, pour pouvoir dire que c'est la faute des grévistes, mais que rien ne pourra être mis en question. Le seul intérêt de se dire ouvert lorsque on a l'intention de rester ferme, c'est bien de pouvoir rejeter la faute sur les grévistes, mais en aucun cas de faire progresser le dialogue social. Pour ce qui est de la défense des privilèges, si on parle de cheminots ou de fonctionnaires, qui sont majoritairement les personnes qui sont dans la rue, ils sont surtout en train de défendre le principe de solidarité dont tout le monde profite. Et les personnes qui seront le plus touchées par la retraite ne sont pas forcément celles qui se sentent le plus concernées, ou en tout cas celles que l'on retrouve le plus dans la rue. Il faut quand même bien se rendre compte que normalement, lorsqu'on est fonctionnaire, on a la sécurité de l'emploi, et que à partir du moment où ce sont des points cotisés qui vont déterminer la valeur de ce que vous allez toucher à la retraite, dès que d'une personne se retrouve au chômage vers l'âge de 50 ans jusqu'à ses 67 ans, tout ça, ça sera des droits en moins à la retraite. Et même si les fonctionnaires vont prendre très très cher entre moins 500 et moins 700 tous les mois, les personnes du privé, sauf si elles ne connaissent jamais le chômage, ce qui est un petit peu utopique, prendront elles aussi très très cher, et sans doute donc bien plus cher dans la mesure où elles devront
travailler beaucoup plus tard, probablement à un salaire moindre. Et ça encore, c'est si elles arrivent à échapper au chômage. Dernière énormité, Jean-Michel Blanquer a déclaré sur France Inter « S'il y avait retrait de la réforme, les principales victimes en seraient les professeurs, parce que tout un pan de la justification de la hausse de salaire ne serait plus là. » Alors là, il y a deux idées. La première, l'idée que les professeurs pourraient être perdants si la réforme disparaissait est simplement ridicule, puisque si la réforme a lieu, chaque professeur perdra entre 500 et 700 euros de retraite tous les mois. Il suffit simplement de lire le calcul donné dans le rapport de Levoy. La deuxième idée, c'est de laisser sous-entendre que l'augmentation des salaires des professeurs qui a été promise serait conditionnée par l'application de la réforme des retraites. Et donc, s'il s'agit en fait d'une sorte de chantage, c'est-à-dire vous n'aurez pas d'augmentation de salaire si la réforme des retraites ne se fait pas. De toute façon, ça fait des années que l'éducation nationale dit qu'ils vont augmenter leur salaire. Ils ne le font pas. Il n'y a rien de vraiment surprenant pour des professeurs que d'entendre le ministre de l'Éducation nationale refuser d'augmenter le salaire de ses employés. En revanche, c'est peut-être la première fois qu'un ministre promet une semaine d'augmenter le salaire des enseignants et dans la semaine qui suit, annuler cette promesse en la conditionnant par une réforme des retraites. Ce qui montre quand même la valeur de la parole du gouvernement. Voilà, si vous avez trouvé ça instructif, n'hésitez pas à partager et je vous donne rendez-vous dans la rue mardi 17 décembre. Merci de m'avoir écouté.